Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ces mercredis, cette chronique des barbaries, du 4 décembre 2020. Donc ce soir, nous allons parler d'émergence, les manifestes, mais nous allons voir ça tout d'abord. Et par la suite, nous allons avoir un petit regard sur alors l'actualité, pas forcément de la semaine, mais en partie de la semaine. Ce soir. Et le plat principal d'aujourd'hui, complot ou casemate égale barbarie. Enfin, nous finirons par, comme à l'accoutumée, un hommage à des victimes des barbaries. Mais avant de commencer, si vous le voulez bien, nous allons avoir une méditation sur une maxime de Gaston Courtois, qui est tout à fait à propos par rapport au thème de l'émission de ce soir. Pour garder son calme, il faut avoir pris l'habitude de ne jamais dramatiser et, selon la formule de Foch, ne pas prendre au tragique les choses simples et simplifier les choses tragiques. À méditer. Alors, bon,
Émergence, donc le manifeste fondateur, vraiment fondamental, puisque c'est dans ce manifeste, tout est expliqué sur la stratégie, sur le pourquoi cette initiative, une perspective de la 6ème République, sur comment s'y prendre justement pour réorienter la démocratie, afin d'échapper à la barbarie qui nous guette, c'est le thème de ces émissions du vendredi, et non seulement ça, mais ouvrir un espoir, ouvrir un avenir qui soit vraiment souhaitable et durable. Et c'est vraiment ça l'objectif d'une perspective de la 6ème République. Alors, il est à lire, mais il y a également le petit frère d'Émergence, qui est un peu le tronc commun, hein, qui vient de sortir, donc qui vient d'arriver, hein, sortie de presse cette semaine, donc reçu aujourd'hui, donc vous pouvez le commander également. Émergence idéologique, donc lui plus destiné à un public éclairé du point de vue philosophique des intellectuels, des professeurs, des artistes, des acteurs de la culture, voilà, des journalistes, donc plus destiné à ce genre de public, puisqu'on aborde là quels sont les fondements idéologiques profonds et ce qui fait que la démarche d'une perspective de la 6ème République s'inscrit vraiment dans un rebond civilisationnel pour ouvrir de nouvelles lumières, justement. C'est autant la Constitution est le moyen de renverser le système de changer le système par les moyens politiques, mais les moyens idéologiques sont importants, sont même fondamentaux, sont même plus importants encore, puisque ce sont eux qui nous permettent, au travers des nouvelles lumières, de rayonner au-delà de nos frontières, au-delà, et faire que l'oligarchie mondiale, parce que nous avons affaire à une oligarchie mondialisée, ne puisse pas ou soit freinée à l'étranger sur ce que nous faisons, et qu'ils ne mettent pas en place des embargos, des choses comme ça, ou des coups d'État, comme ils le font si souvent dans le monde. Donc il faut quand même avoir ces dimensions-là à l'esprit. Donc le deuxième volet vient de sortir, commandez-le. 3 € du numéro, donc vous pouvez le commander en envoyant un mail à cette adresse. Vous pouvez évidemment, et c'est l'idée, puisque nous sommes des acteurs du peuple, nous n'avons pas de moyens financiers importants comme l'oligarchie, évidemment. Et eux, ils peuvent propulser un Macron. En un an, ils ont pu propulser Macron, parce qu'ils ont tous les moyens à leur disposition. Nous n'avons aucun de ces moyens. Nous ne sommes même pas installés comme les partis politiques d'opposition traditionnels. Nous sommes le peuple. Enfin, nous sommes une émanation du peuple. Moi, je ne suis pas une personne fortunée. Donc la seule façon d'y parvenir, c'est vraiment que le peuple s'engage. S'il veut s'ouvrir une vraie perspective et pas tomber dans la barbarie, parce que c'est nous qui allons subir les plus graves conséquences, eh bien, il faut se mobiliser, et le plus tôt sera le mieux. Il faut accélérer justement cette mobilisation. Même si la mobilisation... un PCCR se développe bien, au-delà de ce qui était planifié initialement, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais maintenant il faudrait passer, à partir de 2021, là, il va falloir passer à la vitesse supérieure. C'est aussi la raison de ce manifeste idéologique. Et il y aura d'autres initiatives, bien évidemment. Donc, mais vous aussi, passez à l'initiative. Vous pouvez le faire, c'est très simple. Vous achetez une dizaine d'exemplaires, c'est prix coûtant, on ne fait pas de bénéfice là-dessus, l'idée n'est pas de faire du bénéfice, mais c'est de sortir de l'internet, de sortir des réseaux sociaux, d'avoir une version papier qui permette de communiquer, d'avoir un objet sur lequel on peut discuter avec les gens, avec lequel on peut échanger. Donc vous pouvez le commander avec un règlement par chèque, donc vous avez l'adresse internet en haut qui s'affiche là. Vous pouvez donc le commander là, il y a le tarif, si vous en commandez 10 et vous en distribuez autour de vous, 10, vous allez vous faire une trentaine d'euros, un peu plus parce qu'il y a les frais de port, mais voilà quoi, si vous pensez que c'est ce qui peut faire que vos enfants échappent à la barbarie et vos petits-enfants échappent à la barbarie, je pense que ça vaut bien 30 € quand même, à mon avis. Alors, voilà donc pour Émergence, donc voilà, je répète l'adresse internet, sur le site, donc pour toutes les informations.
Regard sur la semaine. Alors, encore une fois, le Covid-19, mais c'est une barbarie qui est installée, qui est là pour un moment. Hein. Bon, il nous parle de vaccins, mais ces vaccins sont quand même des vaccins d'un tout nouveau type, hein, des vaccins à ARN sur lesquels on n'a absolument aucun recul. Hein. Tous les vaccins qui sont actuellement prévus sont comme ça. Hein. Tant les vaccins américains que le vaccin russe, Sputnik 5, sont tous basés sur une technologie ARN dont on n'a pas de recul absolument pour l'instant. Donc moi je ne dis pas il faut pas ou il ne faut pas se vacciner, je dis simplement on n'a aucun recul de longue durée sur ce genre de vaccin aujourd'hui. C'est tout ce qu'on peut dire. Sinon, la pandémie, elle est toujours là. Hein. Pour ceux qui en doutent, là, c'est la courbe de la France, donc la courbe de la propagation du virus. Donc, vous voyez la toute petite bosse qu'il y a là, ça, c'est ce qu'on a eu au mois de mars-avril. Hein. Vous avez vu la différence ? On n'est plus sur la même vague. Hein. Là, on tend vers 2,5 millions de personnes qui ont été contaminées et détectées comme contaminées. Alors, il y en a certainement plus que ça. Mais voilà, hein, là on était à moins de 500 000. Hein. Bon, on n'avait pas les tests en même temps, donc on ne détectait pas grand-chose. Je vous l'accorde. Donc à relativiser, mais bon, il y a quand même cette courbe. Et je dirais, ce qui est plus inquiétant, c'est que là, par contre, là, l'instrument de mesure, elle est malheureusement plus fiable. Ça, c'est la courbe des décès. Et là, on voit bien que la courbe ici, on voit bien la différence, et on voit bien la première vague. Donc, où on arrive ici, on était aux alentours de 30 000 décès après cette première vague. Là, la deuxième vague, bien là, vous voyez, on tend vers les 60 000. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir autant de morts prochainement, parce que là, la courbe, elle ne s'abaisse pas du tout. Elle est toujours bien montante, même si le rythme se ralentit un petit peu. Mais on va attendre les 60 000 morts. Donc on va doubler le nombre de décès. D'ailleurs, si on regarde sur les 7 derniers jours, on est à 3 190 décès. Ce qui fait un total, depuis le début de la pandémie sur notre pays, en France, à 54 231 décès. Donc ça devient quand même conséquent. C'est une ville... j'avais regardé un petit peu justement qu'est-ce qu'il y avait comme ville qui était... voilà, c'est une ville comme Bayonne, rayée de la carte, ou Bobigny. Bobigny rayée de la carte, c'est ça que ça veut dire. Tous les gens de Bobigny sont morts, c'est ça que ça veut dire, 54 000 morts. Et vous voyez, on n'est pas à la fin de la pandémie. Donc les chiffres dont on parlait à un moment donné de 400 000, etc., on voit bien qu'on est bien dans les... Hein, on n'est pas tout à fait... On en est loin, mais on a eu des confinements, on a eu des actions quand même qui ont été prises, très drastiques, très barbares. Hein, voilà, hein, c'est bien ça la barbarie. C'est pour ça que j'en parle dans cette chronique, malgré de façon récurrente, mais c'est celle qu'on subit tous les jours, tant d'un point de vue physique que d'un point de vue moral, au travers de l'abrasion et de l'éradication des libertés. Et pour donner une comparaison et pour remettre les choses à leur place quand même, hein, la grippe, qui était déjà une grippe qui était plutôt déjà hors norme, dans le sens où elle avait fait plus de décès que les années précédentes, la grippe de 2018-2019, on était à 12 990 décès, or qu'on est plutôt à 10 000 habituellement. On avait déjà un surcroît. On est à près de 5 fois plus. Rien que déjà aujourd'hui. Donc dire que c'est une fausse épidémie, qu'on peut l'entendre, la pseudo-épidémie, bon, vous irez le dire aux gens qui ont perdu des proches. Hein. Non, il faut être un peu sérieux, un peu modeste. Et on voit d'ailleurs dans le monde, hein, c'est pas qu'en France, hein, il y a 1 500 000, ça y est, on a passé le cap de 1 500 000 morts dans le monde. Hein. Tout en sachant que ce chiffre, c'est avec l'épidémie en Chine, donc c'est quand même plus d'1 milliard de personnes, la Chine, hein. En Corée, une grande partie quand même de l'Asie, pas toute l'Asie, mais une bonne partie, où le virus est complètement sous contrôle, hein, où il n'y a quasiment plus rien. Hein.
C'est assez impressionnant d'ailleurs. Hein. Donc, on voit bien d'ailleurs que c'est vraiment impressionnant d'ailleurs cette différence entre les systèmes politiques et les cultures aussi sans doute, font que eux ils ont réussi à maintenir sous contrôle le virus, alors que nous, il est complètement hors de contrôle. Enfin, en France encore, on voit qu'on arrive à contrôler, mais aux États-Unis, etc. Bon, je fais plus autant de, j'en parle plus autant qu'au précédent. Alors, une chose importante, là on atteint la létalité courante, sachant que c'est toujours un majorant, hein, je le répète. On est à 3,5%, c'est-à-dire que sur 1000 personnes, ça fait 35 décès. C'est ça que ça veut dire. Sachant que c'est un majorant et qu'on tend vers un chiffre qui plutôt tend vers les 1,5% de létalité. On y reviendra tout à l'heure parce que on verra que c'est assez intéressant. Retenez ce chiffre, mais j'en reparlerai. Autre regard sur la semaine, les Black Blocs, une fois de plus, et certaines déclarations, donc les idiots utiles du système, quoi. Hein, le mouvement des Gilets jaunes, à partir de quel moment ils ont pu réussir à le mettre sous contrôle, ça a été au moment où justement ils ont lâché la bride et ils ont laissé casser l'Arc de Triomphe et tout ça. Je le dis très explicitement, hein, c'est très explicitement, et on va d'ailleurs voir en quoi c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'ils jouent en fait le même rôle de roue de secours du libéralisme que le fascisme d'extrême droite jouait dans les années 30. Et en fait, je dis bien, et je répète, et je le répéterai, et je le revendique, c'est vraiment du néofascisme. Le néofascisme d'extrême gauche ou d'extrême centre, ils ont les mêmes caractéristiques. Plus de la violence, moins de discussion, restriction des libertés. C'est leur leitmotiv permanent. Hein, prenez ce que disent les gens d'extrême gauche ou d'extrême centre, c'est leur truc, c'est leur mantra. Hein. Alors je parle des plus extrémistes, je ne parle pas de l'extrême gauche installée où c'est quand même un peu plus raisonnable. Quand même. Voilà, pas mettre tout le monde dans le même sac, mais ceux-là en tout cas, c'est vraiment les idiots utiles du système. Et j'en veux pour preuve la déclaration de Linda Kebab, qui est quand même la déléguée nationale du syndical SGP-FO Police. Donc c'est pas n'importe qui quand même, hein, qui dit de toute façon il y a des consignes de la hiérarchie et qui viennent du plus haut niveau politique, hein, pour laisser justement les Black Blocs commencer à se rassembler et à mettre en place leur stratégie, hein, d'intervention. Donc il y a bien une volonté politique de laisser faire ça et de... Là, c'était pour les jauniers jaunes hier, mais c'était avant-hier sur la loi travail à l'époque. Là, maintenant, c'est sur la loi sécurité globale. Voilà. Et d'ailleurs, je note que la manifestation a été quand même un succès important et on ne peut que s'en féliciter, puisque la défense des libertés, c'est quand même très important, et la liberté, en ce moment, elle est quand même bien entamée avec ce prétexte du Covid-19. Donc, je vous renvoie à l'URL là-haut pour justement le détail de ça et montrer bien que c'est vraiment, ça sert le système. Ces gens, en fait, ils servent le système. Et moi, je suis certain, même qu'à l'intérieur de ces groupes, il y a des gens infiltrés qui organisent ça et qui entretiennent ça de façon volontaire. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils ne fassent pas ça, parce que ça les arrange, au final, d'avoir ce genre de choses. Et comme elle dit, Linda Kebab, si la police veut qu'il n'y ait pas ce genre de choses qui se passent, il n'y a pas ce genre de choses qui se passent. Surtout, ça dépend de l'échelle, mais aux échelles qu'il y a là, ils sont tout à fait en mesure de maîtriser. Le jour où ils n'ont pas maîtrisé, c'était le premier jour des Gilets jaunes, où là, effectivement, ils n'avaient pas mis les dispositifs de police, les gens étaient près de l'Élysée, hein. Les Gilets jaunes, ils étaient à 100 mètres de l'Élysée, il y avait juste les gardes habituels qui étaient là. Là, ils ont eu peur. Ce jour-là, ils ont eu peur, mais les autres jours, non. Ils ont tout ce qu'il faut, croyez-moi, ils ont des armes que vous n'imaginez même pas. Pour empêcher des gens d'aller dans un quartier, ils peuvent l'empêcher complètement s'ils veulent. Ils ont tout ce qu'il faut, croyez-moi. Et donc là, c'est bien volontaire. S'ils font ça, c'est bien volontaire.
Autre sujet, autre regard cette semaine, bon, qui n'est pas spécifique de cette semaine, mais c'est un article aussi que j'ai vu cette semaine, et je cite un autre article là, que vous voyez en URL de Paris Match, qui date de 2 ans, je crois, ou d'1 an ou 2, mais qui est quand même significatif, puisque la Mongolie est en train de se désertifier. Je ne sais pas si vous voyez, la Mongolie, c'est pas un petit pays, hein, c'est un pays gigantesque. C'est, je sais pas, c'est peut-être 5-6 fois la France quand même, en termes de superficie, la Mongolie. La Mongolie est en train de se désertifier en raison du réchauffement climatique. Parce qu'il y a une augmentation des périodes de sécheresse et des fortes chaleurs depuis une vingtaine d'années, avec une très grande croissance de ces périodes de sécheresse et de fortes chaleurs sur les 20 dernières années. C'était déjà une zone très continentale, donc de faibles précipitations, inférieures à 300 mm par an. Nous, on est à largement plus du double en France, dans les régions les plus sèches. Donc, là, on a diminue par 2, et là, ils ont en plus de ça, des sécheresses et des fortes chaleurs très importantes depuis 20 ans. Donc, des scientifiques disent qu'il y a un risque de basculement irréversible de la Mongolie en désert. Je vous rappelle, le Sahara, il y a, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a quelques millions d'années, quelques milliers d'années, pardon, 8000 ans, 8000 ans, c'est pas si ancien que ça, hein, c'était le Sahara vert, il faut le savoir. Hein. Il y avait ce qu'on appelle le Sahara vert, c'est-à-dire c'était vert le Sahara. C'était pas un désert comme c'est aujourd'hui. Bien, c'est ce qui risque de se penser, bon, c'est plus petit quand même la Mongolie que le Sahara évidemment, mais il risque de basculer dans un régime, parce que le climat c'est comme ça, hein, il y a des effets de seuil, et une fois que vous avez basculé dans un autre mode, bah, pour revenir, ça se fait pas comme ça, quoi. Voilà. Et donc du coup, bah, l'impact humain de ça, parce que ça n'a pas que des impacts sur la nature, mais ça a aussi des impacts forcément sur les éleveurs, parce que c'est comme c'est des steppes qui étaient déjà peu productives, vous avez besoin de beaucoup de surface, donc les éleveurs sont réduits à la misère, et donc sont obligés de migrer avec leurs yourtes en banlieue, donc ça devient des gens qui sont en banlieue, bah, d'Oulan-Bator, qui est la capitale de la Mongolie. Et donc cette migration aussi vers les centres urbains, eh ben, ça va alimenter aussi les risques de pandémie, etc. Vous voyez, tout est lié, hein, dans cette barbarie qui croit. Hein. Tout est lié. Il y a des effets, il y a des rétroactions positives qui font que bah, ça s'emballe. Voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, parce que si on n'a pas tout ça en tête et qu'on ne voit pas le tableau global et qu'on n'appelle pas ça la barbarie, ben on voit un petit morceau, un autre petit morceau. Non, tout ça, ça forme un ensemble vers lequel nous allons qui s'appelle la barbarie. Et ça, c'est vraiment ça dont il faut prendre conscience, que c'est un problème global. Il n'y aura pas de solution locale à un problème global. Donc il faut bien l'intégrer, c'est fondamental. Parce que sinon on se trompe. Et on va voir tout à l'heure ce qu'on va discuter sur l'esprit critique. Justement, c'est important, ça, de ne pas se tromper. Parce que si on se trompe, bah, on prend la mauvaise cible. Et si on vise la mauvaise cible, bah, c'est sûr qu'on ne peut pas atteindre le but. Alors, nous allons attaquer donc maintenant le plat principal, je dirais, de s'asseoir. Complot ou casemate égale barbarie. Ça veut dire quoi? Que vous croyez au complot, ou que vous n'y croyez pas et que vous vous casematiez parce que vous avez peur de tout, de toute façon, c'est un signe de barbarie. Ça veut dire que la barbarie, elle est là, elle s'installe. Et bien, les illustrations des regards précédents le montrent. Nous, à une perspective, la 6ème République, notre objectif, c'est de rassembler les Français, parce qu'on ne pourra rien faire si on ne rassemble pas les Français. Et entre des gens qui disent blanc, vert, jaune, comme si on divise les hommes et les femmes, les travailleurs et ceux qui n'ont malheureusement pas d'emploi, les jeunes et les anciens, eh bien c'est sûr que le système, lui, il va pouvoir perdurer, il va tout détruire. Et la division, c'est ce qui peut nous faire perdre. C'est une défaite assurée pour le peuple si nous sommes divisés.
Il faut nous rassembler. C'est ce qu'ils font depuis des années, c'est réussir à nous diviser et à dire, on dit la même chose. Je disais l'autre jour, ça m'amusait parce que j'écoutais Quatennens, vous savez, le jeune homme, jeune homme, il commence un peu plus de bouteille, qui est tout rouquin de la France Insoumise, et Philippot. Je crois que c'était en 2017, lors de l'élection présidentielle. Il était encore avec Marine Le Pen, je crois. Et il disait, mais presque mot à mot, il disait la même chose. Pas sur tout, évidemment. Pas sur l'immigration, typiquement. Mais sur plein de choses, il disait exactement la même chose. C'est hallucinant. Et on est divisé quand même. Et derrière, Macron passe finger in the nose, avec 2 tiers des voix. Or qu'il y a plein de choses qui sont en commun quand même. Donc on se dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Ils ont bien réussi à nous diviser et ils ont bien mis en place tous les mécanismes qui permettent de nous diviser. Et bien, le but d'un P6R, c'est de nous réunir, de rassembler les Français sur justement ces 80% qui nous rassemblent. C'est ça, comme en 2005, autour du rejet de la Constitution européenne, on avait su se rassembler dans le refus. Eh bien, là, le but d'un P6R, c'est de se rassembler, mais cette fois-ci dans le positif, dans la victoire, pour redonner de la souveraineté à notre pays et qu'on redevienne une démocratie, si on ne l'avait jamais été, mais au fin qu'on le soit beaucoup plus qu'aujourd'hui, en tout cas, ça ne sera pas difficile, et d'ouvrir vraiment un avenir pour notre pays. Et on verra que c'est intéressant, justement, que la notion de pays, j'en parlerai dans d'autres émissions prochaines. Parce que on va vers la barbarie, en nous montant les uns contre les autres, on continue sur cette trajectoire, et c'est sûr qu'on va aller vers la barbarie. Parce que les gens de Oulan-Bator qui se regroupent à Oulan-Bator en Mongolie, mais c'est vrai en Mongolie, mais c'est vrai dans d'autres endroits. Donc tout ça, ça crée du chaos. Vous voyez, ça crée un chaos mondial et qui fait que les Français se divisent et c'est le but. C'est leur but. Tant qu'ils diviser pour régner. Tout est dit. Divide and conquer. Diviser et conquérir. Eh bien non, nous devons nous rassembler, et une fois rassemblés, nous pourrons passer à la contre-offensive et mettre au moins en place ce sur quoi nous pouvons avancer tous ensemble. Parce que beaucoup de Français partagent les mêmes optiques et les mêmes intérêts surtout. Alors, premier terme de l'équation, complot. Alors, complot ou pas? Première option, circuler, il n'y a rien à voir, il ne se passe rien, tout est sous contrôle, tout va bien. Ça, c'est le discours de Macron et du système en place, je dirais. On gère, vous inquiétez pas, tout va bien, on s'occupe de vous, etc. Sauf que c'est complètement faux. C'est pas circuler, il n'y a rien à voir. Il se passe des choses qui ne se passaient pas précédemment, et ça va de pire en pire. Donc non, circuler, il n'y a rien à voir, non, c'est pas vrai. On voit la loi sécurité globale, encore dans un autre domaine, on voit bien que non, on n'a jamais eu à voir ce genre de loi en France liberticide à ce point. Option 2, oui, il y a un complot. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on peut se dire? Lequel? Parce que des complots, si vous écoutez, si vous naviguez sur Internet, il y en a de toutes les sortes. C'est très viral. Donc lequel? Ça va pas être facile à trouver. Qui? Parce que sur chacune des versions, en plus, ça va pas être forcément les mêmes. Et puis d'où il vient? Parce que où, ça veut dire que la Chine, la Russie, le Brésil, les Américains, les Français, tout ça, ils sont tous d'accord? Pas facile. Bon. Admettons. Disons que c'est l'option 2. Option 3, il n'y a pas de complot, c'est juste la logique interne du système qui fait que nous en arrivons à cette situation. C'est-à-dire que le libéralisme, et en particulier le néolibéralisme, avec sa dimension libertaire, produit des dégâts dans la société et dans la nature de façon considérable, ne serait-ce que par l'accumulation illimitée du capital. Bon, ça, vous savez que moi, je penche plutôt pour cette option-là.
Mais du coup, on peut me rétorquer, mais alors il n'y a jamais de plan de l'oligarchie qui se mettrait en place pour, malgré tout, même si c'est la logique du système, pour essayer de tirer profit ou quoi que ce soit. C'est pour ça que moi j'aurais tendance au final à avoir un mix des deux. Parce que les complots, ça existe quand même. Hein. Des accords, historiquement, on le sait que ça existe, hein, qu'il y a des accords, des choses comme ça, de tirer profit de situations qu'on n'est pas forcément, dont on n'est pas forcément à l'origine et l'organisateur, mais, comme on dit, feignons d'en être l'organisateur. Voilà. Et puis du coup, tirons-en profit et voyons comment on peut orienter vers telle direction pour essayer d'en tirer profit, justement. Mais au fond, qu'on soit sur l'option, qu'on croit en l'option 1 ou en l'option 3, en l'option 2, en l'option 3, l'option 1, je pense que si vous êtes en train de me regarder, elle ne vous convainc pas du tout, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, on doit combattre ce système qui est en train de nous détruire, qui est en train de détruire nos sociétés, nos âmes et nos cultures et notre environnement. Ouais, cherchez pas, ils détruisent dans tous les domaines. Et donc la seule chose qu'ils construisent, c'est de l'individualisme, une société invivable. Donc de toute façon, qu'on l'on penche plus pour l'option 2 ou pour l'option 3, pour moi ça ne change rien au final, ça ne doit pas nous empêcher de nous rassembler. Après c'est la diversité des opinions qui doit s'exercer, avec bien sûr un esprit critique pour pas non plus croire tout et n'importe quoi, mais nous allons y revenir. Après, deuxième terme de l'équation, casemate. J'en ai mis une, casemate, là. Donc là, on a peur de tout, on se casemate. Mais là, j'ai envie de dire, mais il faut bien prendre conscience qu'on mourra tous un jour. C'est-à-dire que cette obsession de la sécurité à tout prix, permanente, etc., ça veut dire, c'est ça, c'est se casemater, il ne faut plus sortir de chez soi, il ne faut plus rien faire. Mais ça a aussi des effets délétères de faire ça. Donc c'est pas ça qui va résoudre tous vos problèmes. Au contraire, ça va en ajouter d'autres à ceux qu'il y avait déjà. Et puis de toute façon, c'est inéluctable. La mort, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de vie. C'est intrinsèque à la vie. C'est comme ça que l'évolution et que les générations se déploient dans notre monde. La mort fait partie de la vie. On essaye toujours de vous faire croire que la mort... on essaye d'évacuer toujours la mort. La mort, dans les sociétés antérieures, elle était tout à fait intériorisée. Vous prenez, par exemple, je crois que c'est à Tahiti, où est-ce que les gens qui sont morts, eh bien, leur tombe, elle est dans le jardin, juste devant la maison. Ou à Madagascar, périodiquement, on va rechercher les morts et on les déterre et puis on leur fait faire un tour et tout ça. La mort et la vie font partie d'un même continuum. Or que nous, dans notre monde néolibéral individualiste, on se croit éternel et on évacue complètement la mort. Mais la mort, ça fait partie de la vie. Nous mourrons tous un jour. Alors, comme j'aime à dire, s'il faut s'arrêter de vivre pour ne pas mourir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. S'arrêter de vivre, parce que se casemater, je m'excuse, c'est ça, ça veut dire s'arrêter de vivre, se camoufler en permanence, vivre comme un je ne sais quoi, comme un barbare, parce que c'est ça aussi, c'est ça que ça veut dire. Se promener avec des masques en permanence et tout ça, c'est n'importe quoi. Il y a même des gens, ils ont des masques dans leur voiture, ils sont tout seuls dans la voiture, ils mettent le masque. Je vous dis, arrêtez. Ça n'a aucun sens. Et puis, voilà, après, vous croyez, après si on croit l'oligarchie, mais vous croyez vraiment qu'ils vous veulent du bien, ces gens-là? Moi, je crois pas. Vous voyez, la réforme des retraites, c'est pas pour votre bien, hein, parce que les retraités, ils vont prendre cher, hein, justement, sur la réforme des retraites, s'ils arrivent à la mettre en place. Et puis, c'est la mort, les morts de l'alcool et du tabac. Il y en a des dizaines de milliers, hein, c'est 73 000 hein, pour le tabac. Hein. Donc, on n'y est pas encore arrivé pour le Covid. Vous voyez, ça, c'est tous les ans. Hein. Et puis,
faut pas croire, mais ces gens-là, ils ont peur aussi qu'on leur qu'on leur mette un procès. Hein. Vous voyez bien, il y a eu des instructions, il y a un avocat là, qui est assez vindicatif là, qui met des procès en route. Ça leur fait peur. Hein. Donc, ils font ça aussi pour se protéger individuellement en tant que personne, hein, parce qu'ils voient bien que s'ils ont fait des trucs un peu limite, bah, ils risquent de se retrouver avec un procès, et puis après on verra, parce que les procès, la justice, il y aurait beaucoup à dire. Hein. C'est bien pour ça qu'on propose de séparer la justice des instances exécutives, comme ça devrait être dans toute séparation des pouvoirs, dans toute démocratie, par l'instauration justement d'une chambre constitutionnelle à laquelle la justice serait rattachée. On voit bien que là, la 6ème République répond à tous ces vices et à toutes ces déviances dans lesquelles on est aujourd'hui en termes de gouvernance. Et puis, ils se disent aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas en tirer profit de ce Covid pour peut-être mettre en difficulté et mettre en déficit considérable la sécurité sociale ou les ACDIC, pour que les assurances privées puissent se mettre en place, ou pour pouvoir vendre et privatiser l'éducation nationale, par exemple, des secteurs de l'éducation, par le télétravail, par le téléenseignement. Alors le télétravail aussi, c'est un autre aspect, mais ça c'est encore autre chose. Donc, tout ça, voilà, même si vous avez peur, que ça peut se comprendre, hein, personne n'a envie de mourir tout de suite, hein, moi non plus, hein, mais voilà, c'est inéluctable de toute façon, et puis ça ne doit pas nous empêcher d'être conscients que tout ça, cette peur paralysante, ça ne peut pas, c'est pas viable, quoi. C'est pourquoi je dirais, moi j'ai que le réel à vous proposer, hein, et par exemple, vous pouvez regarder sur le site, il y a la vidéo qui s'appelle « Pourquoi la 6ème République ?» Et ça reprend justement des éléments comme ça sur la barbarie, et ça explique en quoi justement on ne peut pas y échapper de toute façon. On ne pourrait pas y échapper à la barbarie, il n'y a pas d'échappatoire, parce que vous échapperez à cette barbarie-là, mais quand il y a des loustiques qui vont débarquer et qui vont dire, d'un gang par exemple, et qui va venir piquer dans votre frigo ou des choses comme ça, parce que c'est ce qui peut se passer au bout d'un moment, hein. Il y a des migrations, vous voyez, hein, le problème de la Mongolie, etc. Il faut, dans 2 ou 3 étapes. Vous n'échapperez pas, on ne peut pas échapper à la barbarie. Donc, pourquoi la 6ème République? Regardez cette vidéo, elle est intéressante, je pense, sur ce truc-là. Mais moi, j'ai que le réel à vous proposer, j'ai pas de rêve à vous proposer. Mais quand même, j'ai 2 mots-clés. Pas de rêve, certes, mais les 2 mots-clés d'un PCCR, c'est barbarie et espoir. Parce que si, peut avoir un espoir. Et un espoir réaliste, justement. Et ça, c'est très important. Réaliste. Parce que, et c'est bien pour ça qu'il faut rassembler. Parce que si c'était foutu et que le seul chemin possible, c'était la barbarie, vous savez, c'est même pas la peine de faire ce qu'on est en train de faire, parce que si ça sera inéluctable, et à partir de là, c'est mort. Il faudrait juste essayer justement de se scadmater le plus possible. Non, moi je crois qu'un espoir est possible, sans rêve, dans le monde réel, mais il faut arrêter de faire ce qui a été fait au XXe siècle et de se raconter des histoires avec des idéologies comme le fascisme ou le communisme, où on n'est pas dans le réel. Et je pense que l'émergence idéologique en parle justement de ça et explique en quoi c'est réaliste comme projet de société à long terme. Mais vraiment à long terme. Donc ça, c'est très intéressant. Enfin, ceux qui sont intéressés, dans le manifeste idéologique, tout ça est expliqué. Expliqué. Ça donne une perspective, ça donne une trajectoire qui est à creuser. C'est pour ça que j'appelle à de nouvelles lumières dans lesquelles les intellectuels doivent s'investir, parce qu'on ne fera pas un rebond civilisationnel s'il n'y a pas une mobilisation dans tous les secteurs, y compris dans les secteurs culturels, artistiques et intellectuels. Ça tombe de soi. Alors, je reviens maintenant sur un élément quand même important. Qu'on soit dans le premier terme ou dans le deuxième terme, dans le complot ou dans la casemate, ou ailleurs d'ailleurs, cultivez l'esprit critique. Si je dois vous donner un conseil, c'est ça.
cultiver l'esprit critique. Qu'est-ce que c'est? L'esprit critique, c'est l'antidote aux beaux parleurs. D'accord? C'est vraiment ça. C'est-à-dire, il y en aura toujours qui vont vous parler, qui vont vous dire, qui ont des trucs à vous vendre, hein, pour le coup. Hein. Moi, j'ai rien à vous vendre, j'ai que le réel à vous donner, à vous offrir, et essayer de s'en sortir, c'est tout. J'ai rien à vendre. Non. Ne pas prendre pour argent comptant les informations que vous avez. Elles arrivent, eh bien, il faut les analyser, les observer, les analyser, et après, pour pouvoir justement réagir par la suite. Et donc, ne pas prendre pour argent comptant, ne pas donc se faire raconter des histoires par des beaux parleurs, de toutes sortes. Hein. L'avocat dont je parlais tout à l'heure, c'est tout à fait le beau parleur. Hein. Lui, ce qu'il cherche, c'est attirer du fric, justement, en attaquant des hommes politiques, et dire, ah bah tiens, et ses clients qu'il doit avoir, j'imagine, et qui dit, bah, je vais vous faire un dossier, je vous monte un dossier, etc. Lui, il fait son beurre avec ça, si vous voulez. Hein. Voilà, faut pas être dupe de ce genre de choses. Donc à partir de là, moi je l'ai vu l'autre jour sur RT, RT France, et il est tout à fait dans cette posture, quoi. C'est vraiment le beau parleur. Bon, c'est un exemple. Hein. Mais aussi, ne pas se raconter des histoires. C'est-à-dire, ne pas se mentir à soi-même. Ça, c'est plus difficile, hein. Et on n'y arrive pas toujours, hein. On est tous comme ça. Hein. Mais c'est très important de savoir se remettre en cause soi-même régulièrement en disant « Oui, je pense ça, je crois ça, mais est-ce que j'ai bien raison? Est-ce que je ne me trompe pas ?» Parce que ce qui est important, c'est de rechercher la vérité. De rechercher la vérité, ça veut dire de rechercher le réel, d'être dans le vrai monde. Parce que si on est à côté de la vérité, eh bien, on se trompe. Et si on se trompe, et donc le but, c'est justement de ne pas se tromper, pour pouvoir agir. Parce qu'à partir du moment où on ne se trompe pas, on va pouvoir agir efficacement. Comme je le disais tout à l'heure, si on vise la cible d'à côté, eh ben c'est sûr on va rater quelque chose. Hein. Donc, antidote au beau parleur, c'est ça, cultiver l'esprit critique. Alors, comment faire? Comment faire? Eh bien, il faut se poser des questions. À chaque fois que vous recevez quelque chose, il faut se poser des questions. Alors, c'est peut-être pas si facile, peut-être pas à chaque fois qu'il faut le faire, mais le plus souvent possible, et surtout si c'est quelque chose de nouveau, qui parle? Qui parle? Quelle est la source? Et si ce n'est pas la source originelle, remontez à la source originelle. Ça, c'est très très important. Parce que, vous savez, les ventriloques qui vous font parler d'autres personnes, c'est très très fréquent, surtout parmi les journalistes. Qui parle? Si quelqu'un vous dit « un tel a dit ça », non. N'écoutez pas ce qu'il dit, allez voir ce qu'a dit réellement un tel. C'est déjà une première chose, très importante. Qui parle? Ça, c'est très très important, c'est vraiment la question déjà de base. Qu'est-ce qu'il dit? Le quoi? Quoi dit-il? D'où le dit-il? D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il a un intérêt? Est-ce qu'il est dans un système qui fait qu'il a plutôt une tendance à plutôt vous dire ça, vous dire autre chose, hein. Et quand le dit-il? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi où est-ce qu'on fait ce qu'on appelle des anachronismes. C'est-à-dire on dit qu'on a dit ça, mais en fait on l'a dit après que le fait soit avéré. Et donc on dit, ah bah oui, je l'ai bien dit, vous avez vu. Donc, et on fait, ça c'est très fréquent. Donc remonter la chronologie est déjà souvent un bon moyen de détecter des trucs qui sont un peu bizarres. Le quand on le dit. Le comment on le dit aussi, c'est important. Si vous faites ça dans une publication scientifique, par exemple, ou si c'est juste un tweet, bah, ça n'a pas la même valeur. Et essayez de voir aussi pourquoi la personne dit ça. Parce que les gens, les beaux parleurs, eux, ils savent dans quel objectif ils peuvent dire ça. Et donc, par exemple, sur l'avocat dont je parlais tout à l'heure, pourquoi il dit ça? Bah, il dit ça parce que lui, c'est son business. Et à partir du moment où vous avez le pourquoi, du coup, ça remet en cause tout le discours. D'accord? Alors bon, là, je vais vite, hein, mais
j'ai fait des émissions, c'était tout au début, donc au mois d'avril, là, le 8 avril, à partir de 14 minutes 30, donc l'émission des mercredis de l'espoir, sur justement cultiver l'esprit critique, où là on rentre vraiment plus dans les détails sur comment analyser les choses et comment faire pour qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces questions et comment on va faire. Donc il y a 3 émissions en fait. Mais là je vais en parler que des 2 premières. Le 15 avril, l'émission suivante, à partir de 18 minutes 20, c'est la suite de cultiver l'esprit critique. Donc je vous encourage, donc il y a l'URL là-haut hein, de ces émissions, des mercredis de l'espoir. Je vous invite à vous pencher dessus. Je veux dire, moi je veux devenir autonome et qu'on me raconte pas, qu'on me bourre pas le mou et que je me bourre pas le mou à moi-même aussi, hein. Autant que possible en tout cas. Je vous invite à regarder ça en toute modestie, hein. Je ne suis pas le seul à avoir travaillé là-dessus, évidemment, l'esprit critique, je ne suis pas l'inventeur de ça, hein, bien évidemment. Alors, pour aller plus loin, il y a une émission que je trouve très intéressante, bon, justement, sur la crise du coronavirus, donc la vision de Franck Lepage, hein, qui est quelqu'un d'assez intéressant. J'ai mis l'URL de cette vidéo là-haut, donc c'est une Interdit d'interdire, donc de Frédéric Tadei. Donc c'est très intéressant, c'est vraiment une émission, bon, elle est un peu longue, mais elle vaut la peine d'être regardée in extenso, vraiment, là, pour le coup. Puis Franck Lepage aussi est très intéressant, il fait une analyse sur une vidéo beaucoup plus courte, dont j'ai mis le lien aussi là-haut, sur le néolibéralisme, donc qui est très intéressant, je vous invite à la regarder, elle recadre, elle dure 6 minutes, hein, c'est assez court celle-ci, mais elle est assez intéressante, et je vous invite aussi à la regarder, pour aller plus loin justement sur ces histoires de complot, casemate, etc. Attention, et donc là, c'est là qu'il faut avoir l'esprit critique, justement. Franck Lepage dit une bêtise à partir de 6 minutes 40 dans la première vidéo. Et oui, puisqu'il dit que la létalité du coronavirus en France est de 95,5%. C'est faux. On le voit bien. Nous, on le suit depuis des semaines et des semaines. Aujourd'hui, on est à une létalité qui est de 3,5. Mais on sait que c'est un majorant, hein, je le dis toujours. Hein, à chaque fois, je sais qu'on est en réalité en dessous de ça, mais la tendance de la courbe, et ce qu'on constate au niveau mondial, c'est qu'on va vers 1,5%. À terme, on sera à 1,5%. Donc sur 1000 personnes, ça fait 15 morts. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, c'est 35, hein, c'est ce qui est mesuré aujourd'hui, hein, sur 1000. Mais à terme, sur le déploiement complet de la maladie, lorsqu'elle sera terminée, entre guillemets, on sera plutôt à 15. Voilà. C'est ce qu'on peut prévoir. Donc on n'est pas à 0,5%, hein. On est à 3 fois plus. Comme pas du tout la même chose. Surtout sur les chiffres français, en fait, sur les chiffres français, on est bien supérieur, parce que les chiffres français, comme j'ai eu l'occasion de le dire, sont je dirais en décalage par rapport à ceux mondiaux. Voilà, c'est pour ça que je prends la létalité mondiale et pas la létalité française. Parce que la létalité française, on ne calcule pas de la même façon. Il y a quelque chose qui m'échappe, hein, j'ai déjà dit, bon, j'ai peut-être une petite hypothèse là-dessus. Mais d'ailleurs, donc il dit une bêtise à 6 minutes 40. Il en dit une juste après, d'ailleurs, encore plus grosse, puisque là, il parle de la mortalité après, mais là, la mortalité, puisque l'épidémie n'est pas finie, on ne peut pas la connaître encore. Hein. Donc les chiffres, là, sont encore plus hypothétiques. Et, par contre, et là, vous allez avoir un exemple d'esprit critique intéressant, c'est que Frédéric Tadei le reprend fort à propos, juste après. Et donc ça, c'est très intéressant, vous voyez. C'est la démarche. Et donc donc ce que dit Franck Lepage est très intéressant aussi, hein, je ne lui jette pas la pierre, mais voilà, il faut toujours se poser la question, toujours le mettre en cause. Ce qu'a dit c'est peut-être bien ce qu'il a dit dans plein de choses, et puis il se trompe sur d'autres choses. Voilà. Donc Frédéric Tadei le remet, je vous rappelle, hein, 54 231 décès pour 12 990
l'année précédente quand même. Mais, et chacun a une pierre dans son jardin, il m'a permis de découvrir que jusqu'ici, ce que moi j'appelais la mortalité, en fait, c'est pas la mortalité. Donc je me trompais jusqu'ici dans toutes les présentations que j'ai faites où j'ai parlé de mortalité, alors j'aurais dû parler de létalité. Comme quoi, vous voyez, même en toute bonne foi, on peut se tromper et on peut être imprécis. Hein. Donc voilà, donc je le remercie parce que là, du coup, moi-même, je faisais une erreur jusqu'ici dans les chiffres que je donnais, où je donnais des chiffres de mortalité, alors qu'en fait, c'est un chiffre de létalité. Hein. La létalité, c'est le nombre de morts, évalue le nombre de morts sur le nombre de personnes atteintes d'une maladie, que la mortalité, ça rapporte le nombre de morts à la population générale, à la population considérée, on va dire. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc, chacun a une pierre dans son jardin. Voilà, c'est ça l'esprit critique. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a jamais vrai, il faut se méfier alors il faut avoir des certitudes aussi, hein, mais il faut savoir les remettre en cause. Je vous renvoie aussi, là c'est le blog de Descartes, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, Hold Up ou le sommeil de la raison. Les gens qui ont vu Hold Up, je vous invite à lire ce qu'en dit le blog de Descartes, vous verrez, c'est intéressant. Bon, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est intéressant. Le sommeil de la raison. Donc allez-y. Mais il dit beaucoup de choses très intéressantes. Vous arrêtez pas qu'au début, il va dire des choses très pertinentes vers le trois quarts, vers la fin. Et là, on rejoint justement ce que dit un pesticère. C'est ce qui est important, c'est de se rassembler, parce que tout ça, toutes ces polémiques, au fond, c'est un peu stérile. C'est un peu des choses qui ne vont pas changer de toute façon la réalité telle qu'elle se déploie. Elle ne fera, au pire, elle ne fera que nous diviser. Donc voilà. Alors, voilà, donc ne tombons pas dans le piège. Je vous invite à visionner la vidéo qui est sur le site. Non, système, nous ne tomberons pas dans ton piège. Et le piège, c'est justement le piège de la division. Donc je ne vais pas plus loin. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Bon, j'aurais pu dire d'autres choses, mais je préfère rester sur cet aspect-là. Rassemblons-nous, réinventons notre démocratie. On peut le faire, on a les moyens de le faire, on a cette chance de pouvoir le faire. Saisissons-la pendant qu'il est encore temps. Alors, dernière séquence, hommage à des victimes des barbaries. Donc, une victime. Samedi 21 novembre 2020, Paris 17e, Michel Zecler, producteur de musique rap, a été roué de coups par 3 policiers devant l'entrée de son studio. Ceci après qu'une grenade lacrymogène ait été activée dans son local. Initialement accusé de rébellion, cette affaire a été classée sans suite et une instruction par l'IGPN ouverte pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique. Emmanuel Macron s'est dit très choqué par ces images. Mais, pour revenir à ce qu'on disait tout au début, là je me permets de digresser un petit peu, j'aime pas le faire sur l'hommage, mais là je pense que ça vaut la peine. Est-ce que ça l'exonère de toute responsabilité ? Est-ce que justement, la culture propagée par tant M. Castaner que le préfet l'allemand n'amène pas à ce genre de comportement ? Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous mène à la barbarie. Parce que si la force publique fait ce genre de choses, violence par dépositaire de l'autorité publique est faux en écriture publique, ça veut dire que la police n'est plus
la force de l'ordre, justement, la force de l'autorité publique, de l'autorité de la République, mais devient une bande, comme les autres gangs. Les gangs, justement, qu'on peut retrouver peut-être dans la musique rap, des fans, hein, je parle, hein, ou autres. Hein. Si la République, l'État devient une bande comme une autre, c'est la barbarie. Ça, c'est encore une déliquescence de la société. Donc c'est très important. Il ne faut pas le prendre comme négligeable, parce que ça rajoute à un engrenage dans lequel, eh bien, petit à petit, on avance, et qu'il faut absolument renverser. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie évidemment d'avoir suivi. Avant de finir, bien sûr, je vous invite de nouveau à passer l'initiative, parce que si il y a tous ces problèmes, eh bien il faut passer à l'initiative, pendant qu'il est encore temps. Émergence vous donne les clés, hein, le manifeste, commandez-le, lisez-le, vous pouvez le lire, il est aussi disponible en version électronique sur le site. Vous pouvez le lire gratuitement, mais vous n'aurez pas accès au logiciel de cryptage Crypt. Mercredi prochain, nous allons reprendre la série Quelle sixième République, donc épisode 6, suite aux demandes qui ont été faites dans le groupe Facebook, hein, sur des questions qui ont été posées, et notamment, il y a plein de gens qui se posent des questions sur des notions comme qu'est-ce que c'est que la nation, qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est que la République, qu'est-ce que c'est que la démocratie, et reposer un petit peu ces principes fondamentaux qui sont pas si simples que ça. Hein. Donc, ça sera donc un mercredi de l'espoir consacré à Quelle sixième République, épisode 6, et puis nous allons enchaîner jusqu'au début de l'année prochaine, sur cette série d'émissions, pour justement arriver à l'architecture et finaliser, je dirais, toute cette définition et toutes ces explications globales, pour pouvoir rentrer dans la rédaction effective de la Constitution de la sixième République. Donc, c'est parce que l'Assemblée constituante, comme je le dis, c'est maintenant. Ça va commencer début 2021, premier semestre 2021, ça va commencer. Et ça sera un argument, cette Constitution sera un argument pour aller auprès des maires et pour aller leur recueillir justement les signatures, pour obtenir les 500 signatures pour pouvoir présenter un candidat. Ça sera une des pierre très importante, justement, pour dire voilà ce que nous proposons, voilà la refondation républicaine et démocratique que nous proposons pour réinventer notre nation. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.